Succès pour le rassemblement à l'appel de la Fédération de l'Éducation nationale à Paris en faveur de l'école publique et pour l'avenir de la jeunesse. Les principaux responsables socialistes ont défilé. Aux Philippines, un coup d'État contre Cory Aquino à l'initiative du ministre de la Défense déjoué grâce à la loyauté de l'état-major des armées. Stade de deuxième, dans quelques heures, la victoire pour Philippe Poupon dans la route du Rhum et puis football minimum pour le championnat de France. Aujourd'hui, dimanche 23 novembre 1986, nouvelle journée de détention pour les otages français du Liban, Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Entre Bastille et République, selon une bonne vieille tradition des manifestations, la Fédération de l'Éducation nationale a rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans la rue sur le thème de la défense de l'école publique et de l'avenir de la jeunesse. Les responsables de la Fédération de l'Éducation nationale estiment que l'école publique est étranglée par un budget injuste. Avec les enseignants, on trouvait des militants politiques, des partis de gauche, des membres de la Ligue des droits de l'homme et puis tout l'état-major du Parti socialiste. Compte rendu de cette manifestation de la FEN, François Cornet, Yoba Grégoire. Ce n'étaient pas les mêmes manifestants, ni les mêmes calicots, ni bien sûr les mêmes revendications, mais le même boulevard Beaumarchais de la République à la Bastille, témoin aujourd'hui d'une autre manifestation pour l'école, 29 mois pratiquement jour pour jour après celle du 24 juin 84 pour la liberté de l'enseignement. Ils étaient moins nombreux ce matin à Paris, mais près de 300 000 quand même si l'on se réfère aux chiffres des organisateurs, la préfecture de police annonçant elle prudemment 45 000 manifestants alors que les policiers sur place avançaient eux 200 000 militants. Je manifeste pour le soutien de l'école, pour soutenir l'école publique et pour soutenir aussi tout ce qui est autour de l'école publique, CMEA, PEP, Fédération des œuvres laïques, etc. Et puis on tient beaucoup à ce que l'école reste quelque chose de public et important. Quand la gauche était au pouvoir, il y avait une grande concertation qui a évité sûrement les affrontements. Là actuellement, on a l'impression qu'on veut démanteler les syndicats, alors que je pense que dans tous les pays européens, et même à d'autres époques où la droite était au pouvoir, elle considérait que les syndicats étaient des partenaires valables. Enseignants, éducateurs, animateurs, parents d'élèves, étudiants et, présents en masse également à cette manifestation dans le sillage de la FEN, les militants politiques et syndicaux, le peuple de gauche qui se retrouvait pour la première fois dans la rue depuis le 16 mars. Le PS, notamment, était largement présent et au plus haut niveau, retrouvant, semble-t-il, sa force de mobilisation d'avant 81 et son rôle de parti d'opposition. Nous sommes exposés au travail de sape d'un ministre revanchard. Nous sommes méprisés et insultés comme rarement nous l'avons été. Il faut remonter aux heures noires de Vichy pour retrouver une telle haine pour tout ce qui touche à l'enseignement public. Et aujourd'hui, ce qui importe pour nous, ce n'est pas nos problèmes revendicatifs, corporatifs, notre confort personnel d'enseignants. Ce qui importe pour nous aujourd'hui, c'est ce que vont devenir les enfants qui sont à l'école. Or ça, c'est un problème essentiel et la manière dont le traite Monory et de Vaquet est dangereux pour la jeunesse et pour l'enfance. Mobilisation revendicative au départ, certes, mais également et incontestablement politique, comme le reconnaît Laurent Fabius. Au départ, c'est une mobilisation de la FEN, mais je crois qu'il faut dire honnêtement que derrière, il y a aussi toute une série de gens qui veulent marquer un coup d'arrêt au gouvernement. Pour nous, il n'y a rien de plus important que l'éducation et la formation. On a le sentiment qu'on est en train de détruire un tas de choses et nous disons au gouvernement, ben non, ce qui est important, c'est l'avenir des jeunes, ne cassez pas l'avenir des jeunes. 45 000, 200 000 ou 300 000 manifestants à la Bastille, au-delà des chiffres importants, certes, pour ce type de démonstration, la FEN a surtout voulu prouver sa capacité de mobilisation et de réaction dans une sorte d'avertissement pour les négociations futures avec le pouvoir. Demain, dans cette même édition de 20h, Bernard Rapp recevra M. René Monory, le ministre de l'Éducation.
Aux Philippines, la présidente Cory Aquino a annoncé qu'elle avait démis de ses fonctions le ministre de la Défense, M. Enrile. Ce serait ainsi l'épilogue d'une tentative de coup d'État fomentée par une partie de l'armée des Philippines qui se proposait de rétablir l'Assemblée nationale telle qu'elle était composée sous Ferdinand Marcos. Il semble également que ce soit la fidélité du chef des forces armées, le général Ramos, qui ait permis à Mme Aquino de déjouer ce complot. Commentaire Philippe Gassot. L'armée des Philippines a choisi son camp, celui de Cory Aquino. Jusqu'alors, c'était l'inconnu. Maintenant, la preuve est faite. Juan Ponce Enrile, le ministre de la Défense, a été abandonné par les militaires. Il est limogé par la présidente. J'ai accepté la démission de M. Enrile et j'ai nommé M. Rafael Eleto. Le remplaçant passe pour un pro-américain. Il a été formé à West Point aux États-Unis. C'est aussi un farouche anticommuniste comme son prédécesseur. Dans le plan ourdi par Enrile, l'armée devait prendre le contrôle de tous les points stratégiques. En fait, si la troupe est descendue dans la rue, c'est pour protéger tous les endroits sensibles. Une raison importante pour cela, l'attitude légaliste du nouvel homme fort, au prénom évocateur, Fidel Ramos, chef d'état-major, à qui jusqu'à présent, Rambo Enrile, c'est le nom qu'il se donnait, faisait de l'ombre. Cory Aquino ne pourra pas s'en tenir longtemps à sa tentative d'amener les communistes qui poursuivent la guérilla au dialogue. C'est sans doute pourquoi elle a mis aujourd'hui une limite à sa bonne volonté. Les négociations devront avoir abouti à la fin du mois. Le coup d'État manqué est en fait un coup de semonce. Les communistes savent aussi que le gouvernement ne peut plus traiter bien longtemps, s'il veut conserver un pouvoir qui aujourd'hui a vacillé sur ses bases. Mikhail Gorbatchev, quelques jours avant sa visite officielle en Inde, vient de déclarer à des journalistes indiens que le jour d'un règlement politique en Afghanistan était proche. Et selon l'agence TASS, qui rapporte également les propos de M. Gorbatchev, ce dernier aurait ajouté que cela signifierait en même temps la résolution de la question du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. La guerre Irak-Iran. Hier, l'Iran tire un missile contre la ville de Bagdad. Aujourd'hui, 2 avions de chasse irakiens ont bombardé 2 villes iraniennes, de chaque côté des dégâts matériels et des victimes et la diffusion d'images d'une guerre qui ne cesse pas. Commentaire Emmanuel Vanier. C'est un nouvel épisode de cette guerre des villes qui dure depuis près de 2 ans. Hier soir, l'armée iranienne a lancé un missile sol-sol sur un quartier résidentiel de Bagdad, la capitale irakienne. 28 blessés et des dégâts très importants. Les représailles n'ont pas tardé. Ce matin, des dizaines d'avions irakiens ont bombardé des objectifs militaires et civils de l'ouest de l'Iran, près de 100 morts et de très nombreuses habitations détruites, comme en témoignent ces images en noir et blanc. Depuis la mi-novembre, les 2 capitales ennemies multiplient les raids d'aviation. Un terrible engrenage d'attaques en représailles. Le bilan est très lourd. Près de 150 morts et 300 blessés dans les 2 camps. Jeudi dernier, c'est l'Irak qui bombarde Ahwaz au sud-ouest de l'Iran, 25 morts. Aussitôt, les Iraniens décident de faire donner leur artillerie pendant 48 heures. 1 heure avant la fin de ce délai, ils envoient leurs missiles sur Bagdad. C'est le 5e depuis le début du mois d'août. Après les raids de représailles irakiens de ce matin, l'Iran a décidé de riposter. Dès demain et de nouveau pour 48 heures, les obus et les bombes vont tomber sur les villes d'Irak. En Autriche, c'était aujourd'hui les élections législatives. Le Parti socialiste, selon les derniers résultats, au pouvoir depuis 16 ans, obtiendrait, selon ces résultats, la majorité relative devant le Parti conservateur qui avait soutenu Kurt Waldheim. Le Parti libéral et les Verts, ceux-ci font leur entrée au Parlement autrichien, seront donc les arbitres de la situation. Et puis on votait en France aujourd'hui à Draguignan, c'était le premier tour des élections municipales. À Draguignan, Rachid Arabe. Le seul chiffre définitif pour l'instant, c'est celui des abstentions, près de 30%, c'est-à-dire 15 points de plus que lors du scrutin dernier. 2 explications possibles, un certain ras-le-bol. Il faut rappeler qu'on vote ici pour la 3e fois en 3 ans. 2e explication possible, un manque d'intérêt relatif pour un scrutin sans vedette. Faut-il le rappeler là aussi, les 2 stars locales, Jean-Paul Claus et Édouard Soldani, étaient absentes de cette élection. Côté résultat, pas encore de choses très précises, mais la tendance qui se dessine en ce moment après 20 heures serait que le candidat de la majorité devance celui du Parti socialiste. Mais à gauche comme à droite, vous le savez, les listes étaient nombreuses, 7 au total, et les comptes en ce moment sont assez difficiles. De toute façon, il y aura un 2e tour à Draguignan.
Résultat dans notre dernier journal. Selon le sondage IFOP, journal du dimanche, la cote de popularité du président Mitterrand, 61% d'opinion favorable, est majoritaire dans pratiquement toutes les catégories politiques, démographiques et sociales. Monsieur Mitterrand atteint un score sans précédent pour un président de la République depuis Georges Pompidou, c'était en 1973. Le Premier ministre, de son côté, Jacques Chirac, obtient 49% d'opinion favorable et puis Raymond Barre gagne 4 points. Au 36e congrès national de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, une résolution contestant la réforme du Code de la nationalité a été adoptée. Les critiques portent sur la suppression de l'automatisme de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers. La LICRA regroupe dans son comité d'honneur des personnalités diverses, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi M. Chaban-Delmas, Jacques Chirac, Mitterrand, ainsi que Mme Simone Veil. Le haut fonctionnaire de police Jacques Delebois, accusé par Yves Chalier de l'avoir aidé à s'enfuir au Brésil, dénonce une campagne de calomnie et a demandé sa mise en congé de la police pour pouvoir se défendre. Sa demande de congé a été accordée par M. Pandreau. Hommage exceptionnel à André Malraux sur Antenne 2 ce soir. Il y a 10 ans, André Malraux, écrivain, critique d'art, aventurier, ministre de la Culture, créateur des maisons de la culture en France, disparaissait. Aujourd'hui, à Verrières-le-Buisson, sa mémoire et son talent étaient salués notamment par le Premier ministre Jacques Chirac et le ministre de la Culture François Léotard. Commentaire Jean-Louis Le Seine. C'est tout à la fois l'homme de lettres, l'homme d'aventure et l'homme d'histoire que Jacques Chirac, François Léotard et Michel Debré ont voulu honorer ce matin à l'église puis au cimetière de Verrières-le-Buisson. Le compagnon pour M. Debré, le visionnaire pour M. Chirac, et pour M. Léotard, celui à qui on ne peut pas vraiment succéder au ministère de la Culture. Après la cérémonie religieuse, c'est François Léotard seul qui a rendu hommage à l'auteur de La condition humaine. Un exemple, a-t-il dit, pas un modèle, plus proche de Chateaubriand que de Jaurès. André Malraux, dans ce siècle de remise en question, a poussé jusqu'au bout les exigences de cette fondamentale et désespérante inquiétude. Il ne nous laisse pas de réponse, mais il nous laisse un exemple. Je vous le disais, hommage exceptionnel sur Antenne 2 à André Malraux ce soir. À 22h, diffusion du seul film que Malraux ait tourné, c'est L'Espoir, un film qui raconte la guerre d'Espagne vu du côté des Républicains. L'Espoir fut tourné par Malraux en 1939. Mais auparavant, et dès la fin de ce journal, Marcel Boudou et Jean Lacouture vont nous rappeler Malraux, les métamorphoses d'André Malraux. Corinne Pertuis a demandé à Jean Lacouture d'expliquer ce que nous allons voir à partir de 20h35. Visage d'André Malraux, né en 1901, mort en 1976, il y a 10 ans. Visage tourmenté, marqué au front du signe grec, le signe des intellectuels. Toute son existence, Malraux fut hanté par l'obsédante question du sens de la vie et de la mort. Il espère longtemps trouver dans l'aventure et la révolution la concrétisation de son imaginaire. À 21 ans, il part à la conquête de l'Asie. De Hong Kong à Angkor, de Saïgon à Bénarès, il voyage et il écrit. C'est le premier visage de Malraux que Jean Lacouture évoque ce soir. Nous avons voulu donner d'abord le récit, l'histoire du jeune aventurier qui, contre toute raison, part dans des aventures à Brac-à-la-Brante et en ramène non pas les cailloux qu'il était allé chercher, mais les chefs-d'œuvre qu'il n'avait pas prémédités, vraiment. L'Asie, c'est le pays où il est parti à 22 ans à la conquête d'une toison d'or, où il a découvert le journalisme politique, l'anticolonialisme et de là la révolution, et qu'il a écrit après les conquérants la voie royale et même d'une autre façon l'espoir, le Malraux engagé. C'est pendant la guerre d'Espagne qu'André Malraux réalise au mieux son engagement. Il fonde avec des volontaires l'escadrille Espagna, épopée dont il tire un film, L'Espoir. Malraux s'engage à fond contre le fascisme et rejoint dans la résistance le maquis du Périgord. Ce n'est qu'à la Libération qu'il rencontre De Gaulle. Il ne le quittera plus jusqu'à sa mort. La traversée du siècle d'André Malraux est une traversée poétique, par ses mensonges, par ses accomplissements, par son éloquence, par la façon qu'il nous a appelé d'être au-dessus de nous-mêmes, de reconnaître en nous la grandeur qui réside, mais chez le plus médiocre d'entre nous, une certaine grandeur. Que ceux qui mettent leur passion politique avant le goût de la grandeur où qu'elle soit s'écartent d'avance de ce livre qui n'est pas fait pour eux. Malraux parle en ces termes de La condition humaine, un livre qui lui valut le prix Goncourt
il y a 53 ans. Et détruit de toute façon, c'est pour ces morts que j'écris. C'est donc à partir de 22h35 sur Antenne 2, hommage à André Malraux. Sport, Stade de deuxième. Bonsoir Gérard. Bonsoir Claude. Voilà, on est à quelques heures de la fin de la route du Rhum, c'est ça. C'est l'arrivée. Et pour Poupon, c'est tout bon. Filou, c'est son surnom, file à 14 nœuds vers la Guadeloupe, sans mollir. Comment ? Filou file, c'est pas Filou mal. file à 14 nœuds, oui, avec son fleuret Michon, il est largement en tête de cette route du Rhum, devant Ericsson de Bruno Perron, qui est à 871 000, et Tag Heuer du Canadien Mike Birch, le vainqueur de la première route du Rhum, qui lui est à plus de 1000 milles. Alors pour en savoir davantage, on rejoint tout de suite Jean Mamère, qui est carrément sur le port. Jean, c'est à vous. Vous savez Gérard, ici il n'y a plus vraiment de suspense, tout le monde est persuadé que c'est Philippe Poupon qui va l'emporter, l'on ne voit pas d'ailleurs comment il ne pourrait pas franchir en tête la ligne d'arrivée, il faudrait vraiment une erreur grave dans les derniers milles. Mais surtout maintenant c'est l'attente car Poupon n'en finit pas d'arriver. Regardez plutôt sur cette carte, en ce moment il se trouve à peu près ici, heure locale, au-delà de notre paperboard, et on annonce son arrivée ici prévue heure locale vers 17h à ce que l'on appelle la tête de l'Anglais. Et c'est là que les difficultés vont continuer pour Philippe Poupon. Il y a les grains, il fait chaud, et puis surtout il y a 51 000 à parcourir entre cette tête de l'Anglais et puis la ligne d'arrivée. Il va falloir longer toute la côte de Basse-Terre. Et là, il est certain qu'il n'y aura pas de vent. Le vent est arrêté par la montagne. Ensuite, lorsqu'il aura franchi la pointe du Vieux-Fort, il va se poser pour lui deux questions. Soit il remonte contre le vent en louvoyant, pour finir au vent portant jusqu'à l'arrivée, soit il fait une option tactique comme l'avait fait Mike Birch il y a 8 ans, c'est-à-dire de tirer un long bord jusqu'au Saintes et revenir après, toujours au vent portant, pour arriver sur la ligne d'arrivée. Ça c'est lui qui décidera. De toute façon, l'on n'attend pas Philippe Poupon ici à Pointe-à-Pitre avant la nuit, 4h, 5h du matin, tout dépendra si lui aussi veut arriver avec le jour. C'est, quoi qu'il en soit, un véritable exploit physique que réalise en ce moment Philippe Poupon. Quand on sait par où il est passé, quand on sait à la vitesse à laquelle il arrive ici, il a maintenu pendant des heures des pointes de 20, 22 nœuds, c'est vraiment formidable. Et puis c'est aussi un exploit moral pour toutes les conditions que je viens de vous expliquer. Grâce à nos amis de Thalassa, nous avons pu le joindre hier. Écoutez-le, il est toujours en forme, il a un moral d'acier. C'est sûr que j'ai une avance, on peut dire maintenant confortable, mais je touche du bois, il y en a un petit peu sur le bateau, là je touche du bois pour que tout se passe bien jusqu'à l'arrivée. Et bon, normalement le bateau est à peu près en état, là je n'ai pas remarqué de problèmes inquiétants. Je connais trop la mer et je dirais que je suis un petit peu trop superstitieux pour parler de victoire. Pour l'instant je suis devant les autres, j'ai envie d'y rester, après c'est tout. Voilà, la caméra est automatique, il parle par téléphone, c'est vraiment une course en solitaire. Oui, ils ne sont pas deux sur le bateau, la caméra est automatique, complètement. Bon, d'autres nouvelles plus brèves. L'actualité des îles, un télégramme à retenir encore à la Réunion, le triathlon des cimes, victoire chez les hommes du Belge Blondel et chez les femmes de la Danoise Svaré. En boxe, championnat du monde des poids lourds WBC. Mr. KO a encore frappé. L'américain Mike Tyson a pulvérisé... C'est un grand celui-là, ça va être un très bon. Enfin, à mon avis, c'est un grand. À mon avis, c'est un grand. Il a pulvérisé le Canadien Trevor Berby, KO au deuxième round à Las Vegas, 21 ans et demi, 1m92, 96 kilos. Il est invaincu depuis ses débuts et c'est surtout le plus jeune champion du monde de l'histoire des poids lourds, Claude. Bon, donc on le retrouvera très certainement. Football, il y avait une manifestation de l'ensemble de la presse pour le championnat de France. Il y avait une sorte de service minimum. Service minimum un peu, oui. Les journalistes sportifs dans leur ensemble, tous syndicats confondus, voulaient dresser un petit avertissement au monde du football en général, c'est-à-dire en ne suivant que l'actualité du week-end pour bien essayer de relancer le dialogue avec les autorités du football, disons, parce que c'est vrai que ces derniers mois, il y a eu des problèles. Donc nous nous sommes intéressés... juste les résultats, juste l'actualité, très peu de commentaires, très peu d'images. À l'origine, il y a les différends avec Claude Bèze, le patron des Girondins. C'est ça, entre autres. Mais je vous propose quand même, puisque ce service minimum n'intéressait que le championnat national français, je propose les plus beaux buts des championnats européens, plus beaux buts commentés par un spécialiste, un marqueur hors pair, Olivier Rennes. En championnat d'Espagne, Bilbao s'est imposé devant l'Espagnol de Barcelone 2-1 grâce à ce joli tir soudain de Urtiaga qui trompe Nkono. En championnat de Belgique, Anderlecht a battu le FC Liège grâce à ce tir magnifique de Frankie Vercotteren. En Italie, cet après-midi, l'AS Roma a été battue chez elle par la Fiorentina qui marque ici un but avec un peu de chance par Diaz. Retour au championnat de Belgique pour terminer avec la victoire de Charleroi sur Bruges grâce à ce but de Bert Bosch, plein de sang-froid, un bien joli lob.
Bruges a bien sûr essayé d'égaliser, mais le gardien de Charleroi a multiplié les arrêts, les envolées. Il avait également la chance avec lui. Mais sa performance méritait bien un coup de chapeau. Regardez son dernier arrêt. Le tennis, c'est une belle récompense pour Lecomte, hein, c'est une belle année. Oui, Lecomte, numéro 1 pour la première fois de sa carrière. Henri Lecomte dépasse Yannick Noah au classement français, classement établi par la Fédération française. Lecomte et Noah sont qualifiés ensemble pour le Masters qui va réunir, je vous le rappelle, dans les 2 semaines là qui vont venir, les 8 meilleurs joueurs du monde. Chez les dames, la numéro 1 française, c'est Nathalie Herman. Et puis en tennis encore, la finale du Masters féminin cette fois oppose en ce moment même, sur la moquette du Madison Square Garden de New York, Martina Navratilova, 30 ans, américaine, à l'allemande de l'Ouest de 17 ans, Steffi Graf. Je n'ai pas encore le résultat ni du premier set ni du match. Bon, on évoque Bercy et ses drôles de vélo. Oui, on passe à la fête du vélo et à la fête du bicross cet après-midi. Extraordinaire fête. 350 concurrents, 205 courses, des milliers de spectateurs en transe cet après-midi. Vous pouvez me croire, ils étaient vraiment en transe. Oui. La plupart du temps, ils sont très très jeunes. Un spécialiste, Jean-Louis Calmejane, en bicross. Tous les ans à la même époque, c'est la fête du bicross au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Plein à craquer, plus de 13 000 personnes pour assister, il est vrai, à un fabuleux spectacle dans une ambiance jeune et très branchée bicross. De grands champions aussi, les meilleurs américains en freestyle, les meilleurs au monde comme Mike Dominguez, un spécialiste des sauts spectaculaires. Et également Martin Aparijo, le numéro 1 du travail au sol. Même succès pour la course proprement dite, où les bosses sont avalées de main de maître par les Américains, toujours eux. Aux USA, les meilleurs professionnels gagnent jusqu'à 200 millions de centimes par an. Une après-midi qui a laissé rêveur bon nombre des 12 000 licenciés de bicross français. Là, ça va. Alors, quelle question qu'on est en train de se poser, ils ont quel âge les enfants là, qui jouent, les plus petits qui pratiquent, on en a vu cet après-midi, ont 6 ans, 7 ans, et puis les professionnels ont aux alentours de 18, 19, 20 ans. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après un après-midi comme ça, pour Noël, dans le magasin de marchands de vélo, ça va faire très très mal. J'ai compris. Le judo. Coupe d'Europe des clubs, la finale, match aller, belle performance d'Orléans qui a battu Wolverhampton 2-1 et 4 nuls. Le match retour a lieu le 29 novembre. Et puis du golf. L'Australien Greg Norman, numéro 1 mondial, vainqueur de l'Open britannique, eh bien il a remporté, Greg Norman, aujourd'hui le tournoi d'Australie occidentale. Il se disputait à Perth. Il a rendu une carte de 276, c'est-à-dire de 12 sous le par. Mais Claude, je crois que vous n'êtes pas très golfeur. Non, c'est Hervé Claude qui est très golfeur. Vous n'êtes pas très golfeur, mais vous savez jouer un petit peu quand même. Bien sûr. Est-ce que vous avez besoin de concentration ? Ça va, je m'en sors. Là, bon, alors n'allez jamais jouer à Bangkok, parce que le golfe de Bangkok est placé dans un endroit tout à fait particulier. Jean-Louis Calmejane. Peut-être en débarquant à Bangkok, aurez-vous l'intention de jouer au golf. Alors, sachez-le, il y a un parcours très près de l'aéroport. Mais vraiment, très près. À peine la piste traversée, vous obtiendrez le feu vert. Et c'est parti. Le Royal Thai Golf vous offre l'occasion de jouer au golf dans des conditions un peu particulières. Jugez plutôt. Je suis un débutant en golf, et vous le savez, en golf, il faut beaucoup de concentration. Alors... Et après 18 trous sur le très célèbre Royal Thai Golf, vous ne penserez certainement plus qu'à une seule chose, partir. Comment pour les livres de sport, peut-être. Oui, très très vite. Dans le kiosque, les Alpes mode d'emploi, cela vient de sortir. Coutin et Gignoux, c'est un guide sur les Alpes et les stations. Alpe-Neige, c'est un nouveau magazine des vacances et des loisirs, avec un guide de 210 stations de sport d'hiver. Voilà, on le voit bien. Alors maintenant, les bouquins qui pourraient être de fantastiques cadeaux de fin d'année pour les enfants, en particulier pour les adolescents. L'année Vimont motocross, il a été champion du monde en 86, Jackie Vimont. Voilà, avec écrit par Jean-Louis Bernardelli. L'année du tennis.
sous la direction de Jean Couvercel. C'est toujours très complet, très documenté avec de superbes photos. Et 2 superbes bouquins sur la Formule 1. Grand Prix 86, photographie de Bacalian avec Alain Prost qui a écrit Johnny Rive et Jean-Louis Moncet, de fameux journalistes de la F1. Et puis Formule 1, la revanche en 86, avec des extraordinaires photos de Bernard Asset et Jean-Marc Louba. Alors vraiment, chaque photo est exceptionnelle. Regardez par exemple celle-ci, regardez les roues là. Il faut le saisir ça, à cette vitesse-là. Hein. Merci Gérard. Au palmarès des 2e victoires de la musique et de la chanson française, c'était en direct hier soir sur Antenne 2, Catherine Lara et Jean-Jacques Goldman pour les meilleurs interprètes. Pour la révélation variété, le groupe Gold, toulousain. Jean-Michel Jarre a obtenu 2 victoires, notamment pour son spectacle de Houston. Et puis récompense également pour les pianistes Katia et Marielle Labec. Et puis la meilleure chanson désignée a été celle d'Alain Souchon et Laurent Voulzy, Belle-Île en mer. Alain Souchon était absent, il est en tournée en France. C'est un spectacle original puisqu'Alain Souchon partage la scène avec Véronique Sanson. Reportage Jean-Jacques Dufour, Gilles Dobler. Sanson, Souchon, chanson pour cette tournée qui liera les 2 artistes pendant 1 mois et intitulée Chacun mon tour. Chaque soir, l'ordre de passage sera inversé et pour le final, ils se rejoindront pour chanter en duo. Un duo placé sous le signe du plaisir et de l'estime réciproque. Moi j'aime bien ce qu'elle chante. Oui, moi aussi j'aime bien ce qu'elle chante. Alors, c'est agréable. En plus, il y a le plaisir de chanter ensemble puisqu'on fait... Ça donne la possibilité de chanter ensemble, chose qui ne se fait jamais parce que les chanteurs, on se voit très peu en fait. On a assez peur les uns des autres. On est tous un peu timides de ce côté-là. Enfin bon, même si on a l'air de se débrouiller en public. Et le fait d'être obligé professionnellement de travailler ensemble, de chanter ensemble, c'est assez émouvant. Quand elle finit par exemple, qu'elle finit son tour de chant, moi je suis le seul à venir près d'elle comme ça. Alors elle tremble un peu au fond et puis elle chante, puis c'est agréable. Il y a un plaisir physique, les voix qui se mettent ensemble, c'est vachement bien. Et puis aussi c'est bien de rentrer dans l'univers des gens, par exemple quand on chante Lieberman, moi quand je chante Lieberman, j'avais vraiment envie de le chanter. Et chaque fois, nous derrière, lui quand il chante, nous on est derrière tous et on chante et tout en même temps et tout. Et moi je me dis, ah c'est ça, je voulais demander si je peux la chanter. Ah oui, celle-là, non, celle-là. Et tout. À chaque fois c'est comme ça. Au petit jeu du comment trouvez-vous l'autre, Souchon pense que sa partenaire allie féminité et dynamisme, et Véronique estime qu'Alain n'est pas si fragile qu'on l'imagine. Il trompe son monde parce que tout ça, genre Allô maman bobo et tout ça, c'est un petit garçon fragile et tout. Moi je trouve pas du tout qu'il soit un petit garçon fragile. Je crois que c'est un mec hyper fort. Je trouve, et pourtant je connais pas très bien, mais moi c'est l'impression que j'ai, c'est l'instinct que j'ai, je crois que c'est quelqu'un de... Parce que tu me vois dans les moments où on est sur scène et dans les moments où on est sur scène, tu peux pas être fragilisé, tu peux être que énergique quoi. Sans ça t'es perdu. Souchon, Sanson, une union un peu comparable à celle du champagne et du baccarat, cristalline et pétillante. Bon. Gérard, on regarde Laurent Boussier, à voir la tête qu'il fait, il ne va pas faire bonne main. Bah, ça ne sera pas champagne et baccarat en tout cas, hein, ça c'est sûr. Ce sera toujours plus de nuages, toujours plus de pluie, toujours des perturbations qui arrivent de l'Atlantique. Alors on va regarder sur la photo satellite la dernière en date, elle est juste là, à l'ouest, et elle va arriver demain, elle va toucher cette nuit, en fin de nuit, les côtes de Bretagne. Ça nous donne une carte du temps prévu pour demain, vous l'imaginez, extrêmement nuageuse, avec quand même sur la moitié est le matin quelques éclaircies, quelques résidus neigeux sur le nord des Alpes avec des nuages qui s'en vont, et puis cette magnifique perturbation. Alors le matin elle sera sur l'Atlantique, à midi elle sera sur la moitié ouest de la France, et puis dans l'après-midi elle va partir sur la moitié est. Ça nous donne des températures, elles, relativement stationnaires, de 10, 11 degrés sur la moitié nord, 13 degrés à Rennes, et de 11 degrés à Bourges, 12 degrés à Clermont-Ferrand, jusqu'à 16 degrés près de la Méditerranée. Pas de problème. On termine avec notre agenda, comme tous les soirs. Demain sera le lundi 24 novembre. Le soleil se lèvera à 8h14, se couchera à 17h. Tout rond, 2 minutes de soleil en moins. Ce sera la Sainte Flora.
Il me reste encore à vous proposer les résultats du tiercé d'aujourd'hui qui se disputaient. L'As, le 16 et le 14, c'est le résultat de ce tiercé. Dans l'ordre, ça vous donne 1720 francs. Dans un ordre différent, 344 francs. Le tout pour 5 francs. Et puis j'ai un certain nombre de journaux et de revues. Françoise Hardy, c'est Étienne Dao et Jérôme Soligny qui sortent ça. Superstar et Hermite, c'est aux collections JG. Un livre tout à fait intéressant, l'histoire curieuse des monnaies coloniales. C'est de Régis Antoine. Tout intéressant. Et dans le même genre, Histoire des pierres et pierres de l'histoire. Je propose ça parce que c'est assez rare de voir ce genre de livre. C'est à compte d'auteur. Et puis dans les journaux, ressorti de Marianne, qui avait fait une première tentative un peu malheureuse, on lui souhaite une meilleure réussite. Marianne, c'est le nouveau Marianne, c'est le numéro 1 de novembre. Casus Belli, qui est le premier magazine des jeux de simulation, ça c'est certainement pour Laurent Boussier. Et puis le guide des entreprises qui recrutent, c'est le mensuel L'étudiant qui sort, jeune diplômé, jeune cadre, ça c'est pour trouver un emploi. Gérard, on ne sait jamais. Non, ça va, merci, hein, ça va bien, merci. À 23h20, Hervé Claude vous présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2. Je vous rappelle les rendez-vous d'information demain, 6h45 Télématin, 13h Patricia Charnolet, William Lémergie, 18h30 C'est la vie, puis à 20h Bernard Rapp. Bonsoir, merci.